Bonjour. Bon, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai l'impression que la lumière est de plus en plus mauvaise avec ce téléphone. Mais c'est pas grave, vous pouvez m'écouter comme un podcast. Je reviens avec quand même moins de choses intéressantes dedans. Donc, je reviens pour faire la deuxième partie du challenge de lecture 7 jours, 7 livres. Et au regret de vous spoiler, il y a que 5 livres. J'ai pas tenu les 7 jours, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais essayer de faire une vidéo sans aucun cut, ce que je fais généralement. Parfois, quand je cut, c'est parce que, je sais pas, je suis allée chercher un livre ou je me souviens plus exactement du nom de tel personnage. Mais là, je vais essayer de faire sans, à la grain de lettres. Du coup, 7 jours, 7 livres. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai voulu faire ça, non pas pour la performance, quoique il y a toujours un petit peu de ça. Oh là là, regardez, je peux lire 7 livres en 7 jours. Bon, après, elle est pas bête, hein, elle a choisi que des livres très courts. 150 pages en moyenne, pas plus. Alors oui, on peut lire beaucoup plus. On peut lire un tome de Harry Potter en une journée quand on est vraiment pris dans le truc, ou un Haruki Murakami. Peut-être pas un Haruki Murakami en entier en une journée, mais ça dépend lequel. Mais là, je pensais aux chroniques de l'oiseau à ressort. Je ne l'ai pas lâché, mais je ne l'ai pas terminé en une journée, par exemple. Bon, anyway. J'ai choisi quand même des textes assez courts. C'était super intéressant de... Bon, déjà, ce challenge, il m'a permis de mettre fin un peu à ma peine de lecture. Je n'avais pas terminé de livre depuis 3 mois, à peu près. Du coup, là, j'ai pu en terminer 5. Foufou, trop bien. Ensuite, c'est aussi intéressant parce que c'est une expérience. On se met tout de suite, en gros, moi dans ma journée, l'un des réflexes que j'ai, et je sais qu'on est beaucoup, c'est de prendre mon téléphone. Là, mon réflexe, c'était je prends mon livre. J'ai un moment, je prends mon livre. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc j'étais contente de revivre ça. Et puis aussi, c'était chouette parce que parce que du coup on vit aussi le livre un peu plus intensément, je trouve. Donc je sais pas si c'est à cause des livres que j'ai choisis, mais il y avait quand même par exemple le soir, la nuit, quand en dormant, j'ai fait pas mal de rêves en lien avec les lectures. Donc c'était aussi du coup un sommeil agité, mais c'était aussi intéressant de retrouver cette interpénétration de la réalité et de la fiction, cette imprégnation de ma réalité par la fiction. Donc bon, sinon, je vous avais laissé avec écrire la dernière fois. Alors effectivement, j'ai du coup je l'ai terminé entre temps. C'était une relecture en tant que telle. Il y a toujours le livre écrire est divisé du coup en plusieurs tomes, en plusieurs chapitres, et du coup, chaque chapitre est un peu un texte indépendant, même s'ils interrogent tous à leur manière le verbe écrire, le fait d'écrire, l'action. Et du coup, j'ai corné plein de pages, hein. L'une des sections les plus importantes, c'est la mort du jeune aviateur anglais, d'ailleurs sur laquelle on avait travaillé en atelier d'écriture avec François Bon. Et c'est une sorte de nouvelle, c'est une histoire qu'elle raconte et qu'elle essaye de raconter, et elle montre les limites de l'histoire, de la narration, elle montre... il y a plein de questions qui se posent. Bon, je vais vous lire un extrait, c'est plus simple. Les arbres morts sont là, fous, figés dans un désordre fixe, tellement que le vent ne veut plus d'eux. Ils sont entiers, martyrs, ils sont noirs, du sang noir des arbres tués par le feu. C'était devenu sacré pour moi, la passante, ce jeune Anglais mort à 20 ans. Chaque fois, je l'ai pleuré. Et puis, le vieux monsieur anglais qui venait tous les ans pour pleurer sur la tombe de cet enfant. J'ai regretté de ne pas l'avoir connu pour parler de l'enfant, de son rire, de ses yeux, de ses jeux.
L'enfant mort a été pris en charge par tout le village et le village l'a adoré. L'enfant de la guerre, il aura tout le temps des fleurs sur sa tombe, reste l'inconnu, la date du jour où cela s'arrêtera. Ici, par exemple, du coup, ce qui est questionné, c'est le fait d'écrire sur un fait, sur quelque chose qui a eu lieu, donc une sorte de... c'est pas un fait divers, mais d'une certaine manière, oui. La mort de cet aviateur anglais, donc alors qu'il n'avait que 20 ans, durant la guerre, et puis comment on peut la raconter alors qu'on ne l'a pas vécu, et qu'est-ce que raconter, qu'est-ce que garder mémoire de quelque chose qui a eu lieu, comment raconter quelque chose qu'on n'a pas connu, et essayer de creuser ce lien, cette émotion qu'elle a en fait, qu'elle a vis-à-vis de la mort, de cette mort-là précisément, et qu'est-ce que ça fait surgir en elle. Je trouve ça assez... Enfin, je trouve que ça dit beaucoup de l'écriture, de la mémoire aussi, la mémoire individuelle, la mémoire collective. Reste l'inconnu, 2 points, la date du jour où cela s'arrêtera, c'est-à-dire jusqu'à quand pouvons-nous porter des histoires, des destinées, jusqu'à quand notre mémoire en fait peut faire ce travail-là. C'est des questions qui sont, je pense, assez cruciales dans l'écriture. C'est des questions qu'on est obligé de se poser quand on veut écrire, faire un récit de vie non fictif. Comment raconter quelque chose dont on a pu être le témoin. C'est quelque chose qui me tient beaucoup, qui me tient vraiment à cœur en ce moment, parce que c'est un projet que j'essaye de porter. Voir comment je peux restituer ma mémoire sans la trahir, sans trahir les événements. Qu'est-ce que je veux dire trahir déjà, et sans trahir la mémoire collective. Et du coup, il faut aussi interroger cette mémoire collective. Qu'est-ce qu'elle a rassemblé? Qui l'a rassemblée? Comment on en parle? Comment elle a été construite? Comment elle a été forgée? Etc. Bon, bref, voilà, c'est des questionnements. Moi, Duras, j'adore Duras. J'ai d'abord lu L'Amant, que j'avais dévoré, et je m'étais dit, si tu l'as dévoré, c'est que tu l'as adoré. Mais avec le temps, j'ai de moins en moins aimé L'Amant, je sais pas pourquoi, il faudrait que je le relise pour me refaire une idée. Après ça, j'avais essayé de lire La Douleur, et je pense que je l'ai pas lu au bon moment. Du coup, je l'ai laissé tomber au bout de 20 pages. J'avais l'impression qu'elle se regardait écrire. Or, je sais que La Douleur, je sais de quoi parle La Douleur. Je sais qu'elle parle de l'absence, de la séparation, et surtout de l'horreur des camps. Et du retour d'entre les morts, d'une certaine manière. Certains auront dans leur existence remonté le fleuve des morts 2 fois, au moins. Mais je ne sais pas, ça n'a pas pris sur là. J'avais l'impression qu'elle se regardait écrire. D'ailleurs, on en parlait sur Instagram de ça l'autre fois. Qu'est-ce que se regarder écrire, etc. Mais j'ai vraiment cette impression-là qu'il y avait quelque chose de... Je sais pas. Mais il faudrait peut-être que... j'aimerais bien essayer de le lire pour de bon. Je crois même que je l'ai... je crois que je l'ai quelque part. Je pense que je l'ai emprunté ou on me l'a donné. Je sais plus, mais je pense l'avoir quelque part dans ma bibliothèque. Mais bon, voilà. J'avais essayé de le lire, j'avais 19 ans aussi, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui... Enfin, je sais pas, voilà. Et du coup, après ça, j'ai adoré Duras, en fait, en lisant Le Ravissement de Lolvestein. Et depuis là, j'essaye de lire à peu près tout de Duras. J'ai adoré Le Marin de Gibraltar. C'est bien ça, Le Marin de Gibraltar. Bon, j'ai un doute sur le titre. J'ai vraiment adoré. C'est une histoire ça parle de l'amour d'une manière incroyable. J'ai adoré aussi... j'ai adoré relire Le Ravissement de Lolvestein. Il y a Écrire, et puis il y a son texte qui s'appelle aussi L'amour, qui me parle beaucoup. Et je comprends qu'on puisse ne pas aimer Duras. Il y a quelque chose dans son écriture qui peut parfois déstabiliser ou paraître un peu feint. Est-ce qu'elle feint? Est-ce qu'il y a une feinte? Est-ce qu'elle fait semblant? Est-ce qu'elle évite? Je sais pas. Est-ce qu'elle écrit en évitant Duras? J'en sais rien, je me suis jamais posé la question. Bref, en tout cas,
En tout cas quoi? Oui, en tout cas j'étais contente aussi parce que, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais le fait que j'ai aimé vraiment Duras en lisant Lolvestein, ça m'a confortée quand je l'ai entendu dire dans une interview qu'elle ne s'était jamais sentie autant elle-même, enfin quelque chose comme ça, en écrivant Le Ravissement. Donc je me suis dit, bon bah voilà, il y a quand même une histoire de sincérité et il y a une histoire de, de feinte, d'évitement. Et aussi de faire semblant. Bon, voilà, c'était Duras. Ensuite, le 5e jour et le dernier, j'ai lu La mort de Brune, La mort de Brune de Bergoglio. Bon, pareil, c'était un livre dont j'avais déjà lu, je crois, à la moitié. Du coup, je l'ai relu. J'adore... j'aime beaucoup Bergoglio, j'aime beaucoup ce qu'il représente. C'est du coup, pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, un auteur contemporain qui a été aussi enseignant. Il a enseigné au collège, je pense, toute sa vie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense, voilà, jusqu'à la retraite. Il a une façon d'écrire, en fait, où il creuse le temps, il crée d'autres espaces-temps dans notre temps. D'ailleurs, c'était un très mauvais choix de le dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que j'ai arrêté le challenge, en dehors du fait que y a la vie et que parfois c'est difficile de lire un livre par jour quand il y a d'autres trucs à faire. Mais du coup, je pense que ce qui m'a fait arrêter le challenge, c'est que c'est certes un livre très maigre, je crois qu'il fait 130 pages, mais il est hyper dense. Enfin, à l'intérieur, vous avez 550 pages en réalité. Le style de Bergoglio, je le trouve magnifique. Chaque phrase est vraiment travaillée comme... Enfin, il la travaille comme un orfèvre, vraiment. C'est délicat, il y a un rythme qui est aussi... Enfin, c'est des phrases aussi lancinantes. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je vais vous lire des petits passages. Non mais... C'est le début de ce siècle qui s'attarde dans la pénombre avec les fantômes des meubles et les fleurs séchées. Le début qui s'attarde dans la pénombre. Non mais vraiment. Oui, parce qu'en gros, il revient sur son enfance. D'ailleurs, avec je pense qu'on le suit du coup jusqu'à l'adolescence. Il dit, les premières lignes, c'est: une décennie durant, le monde a mesuré 100 pas, et j'ai encore laissé une bonne partie des 7 années suivantes entre les murs de l'hôtel Renaissance qui ont formé le cœur. Une décennie durant, le monde a mesuré 100 pas. Donc ça montre bien, il montre bien comment, durant l'enfance, notre univers est vraiment étréci, est vraiment étroit. Alors, bon, oui, peut-être qu'il y en a qui ont la chance de voyager durant leur enfance, mais je veux dire qu'on a vraiment une sorte de... Enfin, notre univers, il est à l'échelle de notre corps, d'une certaine manière. Et du coup, les choses sont... Enfin, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup le fait d'aller à l'école tous les jours, d'avoir le même rituel tous les jours, d'être enfermé d'une certaine manière dans une certaine surface, de ne pas être libre aussi. Et puis l'ennui, il y a beaucoup d'ennui, mais ça, il en parle aussi vraiment bien. Comment on se retrouve à suivre des cours de musique, de solfège ou je sais pas quoi, alors qu'on n'en a pas envie ou qu'on a envie de faire autre chose. Et puis il montre aussi comment on vit beaucoup dans notre tête quand on est enfant, comment on vit dans notre imagination, qui a une sorte de double vie en fait. Il y a la vie réelle et puis il y a la vie qu'on se raconte. Et oui, les enfants, c'est de grands... comment dire, j'ai que le mot griot qui me vient en tête. Je trouve pas le mot. C'est des personnes qui racontent des histoires, quoi. C'est des... Je trouve pas le mot. Bon. Voilà, vous avez compris. Hein. Des gens qui racontent des histoires à voix haute, de manière orale. Voilà. Bref, donc c'était vraiment génial. Donc je le conseille vraiment. La mort de Brune de Bergoglio.
J'étais censée lire ces 2 livres-là, donc Mohamed Khaireddine et Edgar Morin. Ce sera pour une autre fois. Là, je ne me sentais vraiment pas vraiment après Bergounou. Enfin voilà. Et puis j'avais aussi l'impression que, d'une certaine manière, j'avais conjuré le sort de cette malédiction qui me suivait depuis 3 mois. Et du coup, ça m'a donné envie de me lancer dans un livre qui m'attendait depuis quelques mois. Mais bon, j'ai peur que la malédiction reprenne avec celui-ci parce qu'il est très long et donc j'ai peur de ne pas le terminer et du coup de retomber dans une panne de lecture. C'est La maison dans laquelle, donc c'est l'édition Toussaint, l'ouverture, Monsieur Toussaint. Donc La maison dans laquelle, c'est Mariam Petrosian. Donc c'est une Arménienne qui a écrit en russe. Je sais qu'elle a elle est dans le milieu de l'animation, donc elle est je trouve qu'on le ressent dans son livre. Je ne saurais pas trop vous parler du livre. Ça se passe dans une maison. La maison a quelque chose de particulier, on le sent tout de suite. Je ne peux pas vous dire exactement les premières particularités, là j'en suis à 100 pages, qu'on y voit, parce que j'ai pas envie de gâcher un peu la découverte, puisque c'est quand même assez... voilà. Et puis il se passe beaucoup de choses, c'est des adolescents, ça je peux le dire. C'est des adolescents et c'est très 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 perturbant comme bouquin. Je sais pas pourquoi. En fait, là je suis d'un côté, je n'aime pas du tout ce livre et de l'autre je l'adore. Je sais pas en fait, c'est la première fois que ça me fait ça. Et en même temps, je continue, j'ai l'impression qu'il y a une force qui m'appelle pour que je... Pourtant, il n'y a pas de... C'est pas un roman policier, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Voilà, il se passe pas grand-chose. Mais je sais pas, j'ai besoin d'avancer dans le récit, donc ça veut dire que c'est très réussi. Si j'ai besoin d'avancer dans le récit alors que je suis même pas sûre d'aimer ce que je lis. Il y a un côté très dérangeant qui me rappelle un petit peu... moi, ce que j'aime, c'est Les monstres d'Émile Ferris. Que j'avais adoré, je vous en ai parlé j'en ai parlé déjà dans une vidéo l'année dernière. Ça fait partie des romans graphiques que j'ai adoré découvrir l'année dernière ou en 2020, je sais plus. Voilà, donc pour le moment ça me plonge un petit peu là-dedans. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Du coup c'était très intéressant. Alors la performance, on s'en fout, hein. Je veux dire, ce qui est important, c'est l'expérience de lecture. Parce qu'en soi, si je choisis que des bouquins de 100 pages, je peux très bien dire « Oui, j'ai lu 365 romans en 365 jours. » Oui. Non, quand même, on va pas se lancer ce challenge, il y a tellement de choses à lire. Je vais pas choisir que des romans courts quand même. Oui, non. Bref, en tout cas, c'était super intéressant parce que, encore une fois, c'était enrichissant. Ça m'a... Vous voyez, en fait, c'est comme si je me programmais. En fait, voilà, mon cerveau se programmait autrement quand je me levais en me disant aujourd'hui, il faut que je termine un livre. Voilà. Alors que quand je me dis aujourd'hui, il faut que j'avance dans tel livre, s'il fait 900 pages, j'ai parfois plus de mal à avancer. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que j'espère que vous aimez lire. J'espère que vous n'avez pas de panne de lecture. Voilà, en vrai, je sais que parfois, je sais plus qui pour rire m'a dit j'ai regardé ta vidéo, mais je sais toujours pas comment sortir de la panne de lecture. En vrai, premier conseil, ne jamais se forcer à lire. Voilà, je pense que c'est assez important. J'aurais pas pu faire ce challenge de lecture si j'avais pas envie vraiment de lire. Alors après vous allez me dire oui, mais la panne de lecture, parfois on a envie, c'est pas juste un problème de manque d'envie. Mais voilà, parfois on ne trouve pas le livre qui nous plaît. J'ai pas envie de tomber dans des images, la lecture c'est comme une rencontre amoureuse, faut attendre le bon moment, c'est un peu le kairos. Ouais, je sais pas. Mais oui, je pense que l'un des trucs c'est de pas se forcer. Deuxième truc, oui, peut-être de se faire des challenges comme ça si on est motivé, qu'on a un peu de temps. Pendant les vacances de Noël, c'est généralement assez, plus abordable. Ou l'été.
Et puis c'est de ne pas avoir peur tout simplement de lâcher ses livres en fait. J'ai plein de livres entamés qui ne sont pas terminés, c'est pas grave, enfin je veux dire j'y retournerai. Là la preuve à Bergogneau, je l'avais entamé il y a 2 ans je pense et je l'ai terminé maintenant. Bah, très bien. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des bibliothèques qui regorgent de livres non finis. Et c'est pas grave, je veux dire, est-ce qu'un livre a besoin d'être lu en entier en réalité? Je sais pas moi. Déjà, est-ce qu'un livre a besoin d'être écrit? Je sais pas. Je pense pas. Voilà. Allez, au revoir.